Hop. Vous les avez connues toutes les deux, Oui, hein, la femme Sublon, la Madeleine. la Madeleine. Oui. Voilà. Bon, le petit. Qui était la fille, Oui. la Madeleine. C'était la fille Sublon. C'était qui la fille avait Sublon. qui avait eu un gamin avec les Allemands. Avec les Allemands. Oui. Que c'est quand il y a eu l'assassinat, ça a été le gamin qui a été tué le premier, Oui. sa mère le deuxième, Oui. et la grand-mère, par le fait, Oui. en troisième, qui essayait de se sauver. Mais à l'époque, on ne savait toujours pas qu'ils étaient collaborateurs, hein, au moment-là. Oui, c'est après. Ça a été après. Et où ils sont enterrés, où les Sublons? Oh, je crois, ici à Saint-Staï. Hein. Ah, ils sont s'installés. Ah oui. Moi, je les ai vus passer quand ils ont fait l'enterrement. C'est le chrétien, le Bacher, qui les a emmenés sur le chariot avec ses bœufs. Il y avait les deux cercueils en long et le gamin qui était en travers. Oui. Vous les avez bien connus alors? Oh, oui, Elles étaient gentilles, les femmes? oui. Mais si on est en vie, c'est pas grâce à eux. C'est vrai. Elles ont fait des choses. Oh oui, heureusement que le maquis était là. On aurait pu être fusillé à cause d'eux. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que c'est la famille Sublon qui a dénoncé? Ils étaient souvent chez les Sublons, hein, les gros cartes. Ah oui? C'est pour ça que c'était des collaborateurs, quoi. Qui est-ce qui a dit que les Allemands venaient jouer aux cartes chez Sublon? Est-ce que quelqu'un a vu? Oui. Je pourrais pas vous dire. Qu'est-ce qui prouve que ça a été la famille Sublon qui a vendu, qui a dit tiens, chez les Haoui, comme on dit ici, il y a eu quelque chose. Mais parce qu'à la reconstitution, C'est ça qui a été dit après le meurtre, oui, quand ils ont fait une reconstitution, oui, des gens du maquis sans doute ont dit c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. voilà. Ben, c'était le chef du maquis. C'était qui le chef du maquis? Euh, De ce nom? je ne dis pas de nom, hein. Ah non, d'accord. Je ne vais pas dire de nom pour... Oui, oui, oui. Donc, bien que ça a passé sur les journaux. Hein, ça en est plein, les journaux. oui, ben, c'est dessus. Hein. Oui, oui, c'était Fernand Carité, qui, Voilà. qui était le commanditaire de toute cette affaire-là. C'est ça. Et Carité, vous l'avez connu? Vous l'avez vu? Carité, oui, il avait des lunettes. Oui. C'était un bel homme? Oui, Un grand? assez costaud, beau, grand, qui est un petit peu plus grand que moi, mais assez carré. Hein. Il avait des enfants? Vous savez pas? Aucune idée. Et qu'est-ce que vous pensez de lui après ce drame-là de... Oh ben, disons rien, hein. Rien. Rien de spécial. Il a été jugé, mais enfin bon, sans gravité. Hein. C'est une histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Je ne parle pas là de ceux qui ont écrit l'histoire à leur profit et ont voulu transformer l'histoire en une légende. Hein. Les gens qui avaient vraiment souffert étaient écœurés. Raison de plus pour rester totalement muets. Donc l'histoire n'a pas été racontée.
Gérard, c'est les comités de libération où Carité fait la pluie et le beau temps à Senones. Bref, un gros morceau. Gros morceau de l'histoire. Bon, on voit des dénonciations, des questions. Tiens, pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là? Quand ton grand-père a amené toute la famille à Mousset? Oui. Papa et son frère aîné ont été dénoncés. Donc ils ont été arrêtés le 16 mai 1944 Oui. au Rougeau de Tintru. Et une petite jeune fille des Rougeaux de Tintru a sauté sur son vélo pour prévenir grand-père. Pour dire attention, les deux grands sont arrêtés. Donc grand-père, grand-mère et le petit Pierre sont revenus à Mousset sous l'aile de la Résistance. Donc ils ont de nouveau été accueillis par la Joséphine, mais ils sont pas restés longtemps. Ils sont allés de famille en famille parce que Pierrot, donc le petit frère de papa, en 1947, il a écrit sur un cahier d'écolier, il a écrit son périple, le périple depuis le départ d'Alsace Oui. jusqu'au retour. Et là, il cite des prénoms, il cite des lieux, des noms, mais c'était jamais complet, il n'y avait jamais prénom, nom, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma petite enquête sur Mousset et sur la vallée du Rabaudot. C'était pour essayer de retrouver exactement les personnes qui leur avaient porté secours. Donc j'avais compris très tôt que malheureusement ceux qui avaient porté secours à grand-père, pour la plupart, ils n'étaient plus là. Donc c'est pour ça que je fais ces recherches-là. Je me suis donné comme mission de trouver les photos de tous les déportés fusillés de la vallée du Rabaudot pour qu'ils soient mis à l'honneur sur le mur de souvenirs du futur centre de la mémoire. Donc c'était aussi pour connaître le parcours de tous les miens, parce que papa n'a rien raconté, absolument rien. J'ai découvert qu'il était passeur à l'âge de 15 ans et demi en farfouillant dans les archives. Il n'en a jamais parlé, il n'a jamais demandé de médaille, jamais... Quand on lit la presse, depuis 1940 jusqu'aux années 80, où on a commencé à un petit peu parler de la résistance, on a toujours oublié de la vallée du Rabaudot. Pour moi, c'était insupportable. Hein. Mon premier chagrin, c'était ça. Mais bon Dieu, pourquoi on ne parle jamais de la vallée du Rabaudot? Il y a eu 1000 types déportés, plus de 700 par entrée, des fusillés. Toute l'organisation des passeurs qui avait fait passer des centaines, des milliers de types. Cette histoire-là, oui, c'est vrai qu'elle me concernait personnellement. Je n'ai jamais connu mon père. Il était déporté par entrée. Mon grand-père paternel, il était déporté par entrée. Mon oncle, côté paternel, il était déporté, il n'est pas rentré. Et je répète ce que je dis souvent, à l'école primaire à Mousset, on était tous des orphelins de déportés. Alors le poids de ça aussi, les souffrances, la vie des familles. Il n'y avait plus le papa, il n'y avait plus le gamin, il n'y avait plus le frère. Les femmes ont dû se débrouiller toutes seules, parce qu'il fallait quand même que la vie continue, que les enfants aillent à l'école, et il fallait manger. Et je me suis dit, les vrais héros, ce sont des gens comme ça, quoi, qui sont restés debout et qui se sont efforcés de rester propres tout le temps, hein, propres tout le temps. Ça méritait tout de même d'être su. Voilà.
Le 24 septembre, une rafle de grande envergure frappe les 6 villages du Haut-Rabodeau. Bousset, Belleval, La Petite-Raon, Le Puy, Le Saulcy, Le Vermont. 453 hommes sont arrêtés, puis déportés vers Dachau. 317 ne rentreront pas. Les 5 et 6 octobre, la répression de masse s'achève par la rafle et la déportation de 392 hommes de Vieux-Moulins et de Sonnum. 260 ne rentreront pas. S'ajoute l'incendie des villages de Vieux-Moulins et du Puy, celui de Ferme, Syrie, Maison Forestière, et l'exécution sommaire de 25 résistants. Les parachutistes britanniques paient évidemment aussi un lourd tribut. 40 capturés, 39 exécutés. Le prix payé par la résistance de ce secteur du Donan est écrasant. La seule vallée du Rabodeau compte 1020 déportés, dont 720 non rentrés, 64 fusillés, dont 39 parachutistes britanniques. Terrible bilan qui lui a valu le nom de vallée aux 1000 déportés. Le général de Gaulle l'appellera la vallée des larmes. Et il y a 500 familles brisées, avec 400 veuves et 750 orphelins. La libération de surcroît engendre son lot de profiteurs de guerre, d'anciens collaborateurs ou résistants d'après apparaissent sur le haut du pavé et récoltent les lauriers, en réécrivant l'histoire. Les morts ne sont plus là pour témoigner. Étrangement, alors Coradour, Vercors, Montmouchet sont dans tous les esprits, l'histoire de la vallée du Rabodeau est oubliée. Je vous remercie. Bastien Edmond. Mort pour la France. Colin René. Mort pour la France. Durpois Louis. Mort pour la France. Parc Georges. Mort pour la France. Fister Maurice. Mort pour la France. Gérard Marcel. Mort pour la France. Outman André. Mort pour la France. Jacob Georges. Mort pour la France. Et votre papa, vous savez dans quel camp il a été? Dans quel camp? Oui. Bah non. Non, vous savez pas. Ah non. Vous savez même pas où est son corps, rien. Ah ben rien, c'est sa fille. Parce que s'il a disparu entre Grosse-Rosen et Flossenbourg, il devait y en avoir un ossuaire quelque part. Il n'y a pas eu que lui, quand même. Oui, mais ceux qui tombaient sur la route. Oui, bah, c'est sûr, mais enfin quand même, C'est ça le plus difficile. Hein. c'est difficile, ça, bon, c'est ce qui me... Ah oui. Mes deux oncles, c'est comme ça aussi, on ne sait pas. Hein. Ils sont... Oui. Et les hommes qui sont rentrés, vous vous rappelez ceux qui sont rentrés? Je me rappelle Camille Fenzer, parce que je l'ai vu le soir même. Hein. Il était comment? Oh. J'en ai pas dormi pendant des jours. Hein. Il en parlait, lui, de la déportation? Écoutez, voir,
il disait pratiquement rien, mais je me souviens que le soir où il est rentré chez lui, bon, il avait été lavé quand même, changé. Il avait un propre habit de bagnard, disons. Il n'arrêtait pas de dire à sa mère, enlève-moi ça, j'ai des époux. Enlève-moi ça, j'ai des époux. Il était dans un état. Je sais bien que maman a bien vu que ça n'allait pas, elle m'a ramené à la maison, et puis je ne pouvais plus dormir avec ça, quand je l'ai vu comme ça. Je me pensais même mon père où il est, et puis... Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup pensé aux femmes qui étaient toutes seules et aux enfants. C'est la porte. Voilà. Elle racle un peu avec Hop. le tapis. Il entre, il vient de me dire bonjour. Tout à fait. Oui, Il entre, oui. il toilette. Allez. Hop, on recourt. Hein? C'est du miel de mousset. C'est du miel de sapin. Tout frais de ce matin. Ah oui. Ah bon? Aïe. Oh là. Tu le mets là? Oui, il est bien là. Voilà. En arrivant à Auschwitz, directement, hop, Au tatouage. au tatouage. Alors, Va d'y voir le... hein, 200. 1845. Et mon frère, 1844. Voilà. Et puis, on n'attendait plus qu'une chose, passer à la casserole. Moi, je peux